Mon patrimoine vivant. Retrouvez-nous sur notre site internet. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Public Sénat. À suivre dans quelques instants en direct sur notre chaîne, la séance de questions cribles thématiques, aujourd'hui consacrée à la compétitivité. C'est Fleur Pellerin, la ministre en charge des PME, de l'innovation et de l'économie numérique, qui répondra aux questions des sénateurs. Des questions qui portent essentiellement aujourd'hui sur le crédit impôt compétitivité et son financement. Et d'ailleurs, il y a quelque temps, le gouvernement a précisé que pour financer ce crédit d'impôt compétitivité emploi, l'une des mesures phares du pacte de compétitivité issu du rapport Gallois, les taux de la TVA seraient augmentés à partir du 1er janvier 2014. Alors si ça n'est pas le cas pour le taux réduit qui est consacré aux produits de première nécessité, les autres taux, eux, augmenteront bien à partir du 1er janvier 2014. Le taux intermédiaire passera de 7 à 10% et le taux normal de 19,6 à 20%. Alors tout de suite, direction l'hémicycle pour cette séance de questions cribles thématiques consacrée aujourd'hui à la compétitivité. Bon après-midi à tous sur Public Sénat. De PIB par rapport à l'Allemagne. À cela, il convient naturellement d'ajouter le poids du capital, la distribution des dividendes est progressivement passée de 19 à 28% du profit des sociétés non financières. Il existe donc une préférence pour les actionnaires qui conduit à s'interroger sur l'effet réel qu'aurait une baisse du coût du travail sur l'effort d'innovation. Madame la ministre, ma question est simple. Le gouvernement entend-il prendre des mesures courageuses et notamment alléger les charges financières des entreprises, car elles sont 2 fois plus lourdes que les cotisations sociales qu'elles versent dans leur ensemble, c'est-à-dire qu'elles pèsent 2 fois plus sur la compétitivité des entreprises que le coût du travail. Merci. Je passe donc la parole à Madame Fleur Pellerin, ministre chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur. Vous rappelez à juste titre que la compétitivité n'est pas uniquement une question de coût, qu'elle est un ensemble de paramètres et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le gouvernement a souhaité présenter un pacte pour la compétitivité, la croissance et l'emploi qui, à côté de mesures relatives au coût du travail, comportait 34 autres mesures à côté du crédit impôt compétitivité emploi qui concernaient la compétitivité hors prix. Donc c'est bien une démonstration de la volonté du gouvernement de s'attaquer à tous les déterminants de la compétitivité et non pas seulement à celui du coût du travail. Alors vous reparlez de l'accord national interprofessionnel. Conformément aux engagements de la feuille de route sociale du mois de juillet, le gouvernement a en effet négocié avec les partenaires sociaux un accord qui, je le crois, présente un caractère historique. C'est un accord qui est sans doute le plus important sur le marché du travail depuis plus de 30 ans. Nous avons une situation macroéconomique qui est très compliquée et nous devions y répondre par des mesures concernant à la fois des mesures pour relancer la croissance, pour faciliter la réactivité des entreprises, mais également sécuriser et accroître la protection dans l'emploi de nos concitoyens. Et je crois que cet accord parvient à obtenir ce résultat. C'est tout d'abord un accord en faveur de l'emploi puisqu'il mobilise des leviers structurels profonds en facilitant le maintien dans l'emploi qui est en cette période de chômage, vous le savez, quelque chose d'extrêmement important avec des outils qui permettent de favoriser la mobilité interne et externe des salariés, mais aussi la simplification et l'unification du dispositif de chômage partiel, ainsi que des accords majoritaires de maintien de l'emploi. Les entreprises et les représentants du personnel disposeront davantage de leviers pour préserver l'emploi plutôt que de privilégier les licenciements, ce qui est, je crois, important pour nos concitoyens. D'autre part, c'est un accord qui apporte des éléments de sécurisation juridique pour les entreprises. C'est aussi un aspect qu'il nous faut regarder, car les entreprises sont, je crois qu'il ne faut pas les opposer aux salariés, celles qui créent de l'emploi et qui créent également de la valeur. Mais c'est aussi un accord qui permet de faire reculer la précarité puisqu'il n'est pas seulement quantitatif, il porte sur la qualité de l'emploi et sur le recul de la précarité, en améliorant les droits des salariés, quel que soit leur statut et la nature de leur contrat de travail, en incitant les entreprises à recourir davantage au CDI plutôt qu'au CDD, via la modulation des cotisations et en améliorant la situation des salariés à temps partiel. Aujourd'hui, les salariés les moins protégés, vous le savez, sont en particulier ceux des TPE et des PME, eh bien ce seront les premiers à bénéficier de ces améliorations. Enfin, c'est un accord qui ouvre des droits nouveaux, individuels et collectifs
pour les salariés. Je crois que c'est très important. Cet accord porte sur des sujets extrêmement concrets pour les salariés puisqu'il améliore leurs droits tout au long de leur carrière. Des droits individuels plus forts tout d'abord avec un droit à la protection sociale et une généralisation de l'accès collectif à la complémentaire santé. Oui, je finis. Les droits rechargeables, mais aussi des droits collectifs renforcés avec des salariés qui seront davantage associés à la stratégie des entreprises. Très bien. Merci pour la réplique, Monsieur Dominique Vatrin. Oui, Madame la Ministre, je vous remercie de votre réponse. Simplement, vous avez souligné la situation macroéconomique compliquée que traverse de notre pays. Je n'en doute évidemment pas. Cela dit, il faut aussi préciser que la crise économique n'est pas pour tout le monde. Je voudrais simplement vous faire remarquer que les dividendes versés aux actionnaires des grands groupes du CAC 40 sont restés quasiment stables entre 35 et 40 milliards d'euros ces 5 dernières années, que les ajustements, les sacrifices sont toujours demandés aux mêmes, aux salariés, voire aux retraités. Vous avez répondu sur l'accord de flexibilisation de l'emploi du 11 janvier. Je voudrais là aussi attirer votre attention sur un point fondamental. Vous dites que c'est un accord majoritaire. Non, c'est un accord minoritaire. Les signataires, CFDT, CFTC et CGC n'ont récolté que 38% des voix aux dernières élections prud'homales et 28% récentes élections organisées dans les très petites entreprises. Et là encore, eh bien, nous avons des choses à dire que nous dirons dans le débat qui viendra, mais il n'est pas logique qu'on demande à travers des reculs sociaux aux salariés de faire toujours les sacrifices. Merci. La parole est à présent à Monsieur Jean-Vincent Placé pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, si nous organisons aujourd'hui un débat autour de la compétitivité, c'est qu'évidemment, elle suscite bien des problèmes et des difficultés. La concurrence internationale, le dumping social et environnemental et la hausse du prix des matières premières sont des réalités incontestables. Faut-il pour cela, comme notre collègue Dominique Vatrin l'a dit, réduire les salaires, renoncer aux acquis sociaux des Français et renier parfois les enjeux environnementaux? Non, je refuse ce dogme qui consiste à s'aligner vers le bas au profit d'une économie déshumanisée et déconnectée du réel. Je m'y oppose d'autant plus, et c'est là l'intérêt du débat que nous avons aujourd'hui, que d'autres voies sont possibles pour relancer l'activité économique tout en respectant les objectifs du développement soutenable. Aussi, si nous voulons réellement sortir des schémas du passé, innover et réinventer, cela est possible. Ainsi, par exemple, je vous propose d'avoir une réflexion aujourd'hui sur l'économie circulaire. L'objectif de l'économie circulaire est d'optimiser, comme vous le savez, Madame la Ministre, les flux d'énergie et de matière pour utiliser efficacement le minimum de ressources et réduire la production de déchets. Ainsi, le Conseil économique et social et environnemental définit l'économie circulaire comme un concept qui englobe la réduction de déchets en amont par l'éco-conception des produits, le réemploi et enfin le recyclage, mais aussi l'économie de fonctionnalité qui consiste au remplacement de la vente de produits par la vente de services ou la location. D'après l'ONU, 60% des services actuellement rendus aux hommes par la nature sont en déclin. Notre modèle économique actuel, linéaire et productiviste, est clairement incompatible avec les caractéristiques de notre planète et l'urgence écologique. Aussi, les entreprises elles-mêmes, et particulièrement les plus innovantes de notre pays, auraient intérêt à développer ces formes d'économie verte pour être à nouveau compétitives et non pas courir après des compétitivités du passé dont on voit aujourd'hui les difficultés réelles malgré certains discours de matamor tenus en amont. Elles dégageront ainsi des gains importants sur le coût des matières premières et sur l'approvisionnement des matériaux. Renault, Ecopal, Michelin, Xerox, d'autres commencent à relever ce défi et par ailleurs, ces nouvelles formes d'économie créent des emplois non délocalisables dans le recyclage, la maintenance, la recherche et le développement, l'après-vente ou encore le service des achats. L'Allemagne, la Chine, le Japon, qu'on vante régulièrement pour les aspects compétitivité, l'ont bien compris et se sont engagés, Monsieur le Président, dans cette voie d'avenir. Un institut d'économie circulaire a ainsi été fondé récemment par le député écologiste François-Michel Lambert. Aussi, ma question est extrêmement simple. Est-ce que le gouvernement souhaite développer l'économie circulaire et l'économie de fonctionnalité dans notre pays et quelles sont les prises de position qui pourraient être celles de l'action gouvernementale dans les mois à venir? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Fleur Pellerin. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur. Alors oui, le gouvernement et en particulier le ministère du redressement productif
que je représente aussi aujourd'hui devant vous, est très attachée à développer ce concept dont vous appelez de vos voeux le développement, puisque vous avez bien dit, la raréfaction des matières premières non renouvelables nous invite à repenser également nos modèles économiques, qui soient des modèles économiques plus rentables et plus vertueux. Alors de quelle manière allons-nous procéder? Eh bien, déjà, des premières indications ont été données dans la feuille de route sur la transition écologique, avec en particulier la mobilisation de plusieurs leviers fiscaux qui pourront être étudiés, par exemple une augmentation des taxes sur l'incinération et le stockage pour valoriser et favoriser la valorisation des déchets. Le ministère du redressement productif, bien entendu, soutiendra ces mesures. Par exemple, pour illustrer ce propos, il suffit de savoir que la capacité de traitement des déchets d'ameublement, 2 sites de traitement existent aujourd'hui en France, est insuffisante pour répondre à l'obligation réglementaire qui fixe à 2015 l'obligation de recycler à hauteur de 45% les 2 millions de tonnes mises sur le marché chaque année. Autre exemple, les véhicules hors d'usage, la France aussi est en deçà de ses objectifs. Donc le ministère du redressement productif veut développer nos capacités de valorisation de ces sous-produits. Et pour cela, la ministre de l'Innovation que je suis vous le dit, il est déterminant que soient accordés des moyens importants à la recherche-développement. Le programme d'investissement d'avenir prévoit notamment pour 2013 250 millions d'euros pour développer l'économie circulaire. Alors, deuxième point important, la sécurisation des débouchés est évidemment fondamentale pour assurer aux acteurs une visibilité suffisante pour leurs investissements et réduire leur dépendance aux fluctuations des prix des matières premières. Ce dispositif s'envisagera évidemment en partenariat avec les acteurs concernés au sein des filières et entre filières, les déchets des uns pouvant devenir les matières premières des autres. Ces principes doivent être matérialisés dans le contrat de filière qu'ont demandé conjointement Arnaud Montebourg et Delphine Batho à l'issue du dernier comité de filière stratégique des éco-industries le 27 novembre dernier. Donc nous voulons consolider les filières existantes, mais aussi innover et déployer de nouveaux modèles d'organisation. Plusieurs actions du MRP sont lancées pour favoriser l'économie circulaire. Je vous en cite quelques-unes. Le lancement d'un pacte économie circulaire avec les professionnels du recyclage qui suppose des engagements réciproques gagnant-gagnant. L'introduction dans la commande publique de critères favorisant l'utilisation de matières recyclées, la lutte contre les filières illégales, la structuration et le développement de filières de démantèlement des matériels de transport, quels qu'ils soient, pour créer de l'industrie française et de l'emploi, et une réflexion pour réduire le rythme de renouvellement des biens d'équipement, notamment les terminaux mobiles. Merci. Monsieur le Président Placé, je ne vous laisse que 30 secondes. Vous avez largement dépassé dans votre question. Vous avez raison, Monsieur le Président, vous savez être sévère et juste. Et je soutiens votre action à cet égard. Madame la Ministre, mes chers collègues, merci de cette réponse très complète qui m'indique, et je suis bien volontiers à le penser, que le gouvernement est sensible à cette question. Donc je ne peux que l'inciter à poursuivre dans les voies que vous avez indiquées, à sensibiliser les consommateurs, à promouvoir davantage les projets d'éco-conception comme vous l'avez indiqué. Et vous l'avez dit d'ailleurs très honnêtement, l'Europe est bien plus en avance que la France sur ce sujet, soutenir la recherche et le développement, regrouper les acteurs par exemple du recyclage pour en faire une filière compétitive, réaliser des études prospectives pour identifier les potentiels industriels de solutions novatrices. Donc voilà, les enjeux sont majeurs, ils sont là. Merci Monsieur le Président, merci mes chers collègues. Et puis je suis très satisfait qu'on ait pu discuter de cela dans cet hémicycle. Merci. Merci. La parole est donc à présent à Monsieur François Fortassin pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'agroalimentaire est le premier secteur industriel de notre pays, tant en chiffre d'affaires qu'en valeur ajoutée. Il représentait 13% de nos exportations en 2012. C'est aussi le premier employeur industriel français avec 415 000 salariés. Dans ma région, à l'image de l'ensemble du territoire, les entreprises de l'agroalimentaire sont diversifiées et innovantes. Elles emploient 17 000 personnes en Midi-Pyrénées, et qui est caractérisée par une forte prédominance des industries de la viande et des produits laitiers. C'est la première région française pour la fabrication de produits de salaisonnerie sèche et nous produisons 35% de la production nationale de jambon sec avec la Rolls des jambons secs qui est le noir de Bigorre, comme chacun le sait. Or, le secteur agroalimentaire risque aujourd'hui de traverser une crise grave suite aux différents scandales que nous connaissons. Mais surtout, nos industries agroalimentaires doivent faire face depuis plusieurs années à des difficultés structurelles, à l'instabilité des cours des matières premières, renforcée par la spéculation sur ces derniers, et à une concurrence internationale de plus en plus intense, voire souvent déloyale. En effet, comme dans bien d'autres secteurs, nous assistons impuissants au pillage de nos savoir-faire. Les entreprises chinoises ne bénéficient pas seulement des transferts de technologies en provenance du vieux continent, mais elles copient également des techniques de nos producteurs de foie gras
par exemple, et nous inondent de leurs produits de qualité plus que douteuse, tout en fermant leur marché au nôtre. Est-ce bien le commerce international que nous voulons? L'agroalimentaire est un secteur stratégique à défendre, comme l'écrivaient nos collègues de la mission d'information sur la désindustrialisation des territoires. Cette nécessité de défendre notre industrie agroalimentaire est de plus en plus prégnante. Dans un communiqué de presse du 24 septembre 2012, les ministres de l'Agriculture, du redressement productif et de l'agroalimentaire ont déclaré, je cite, « Le rôle des pouvoirs publics est d'aider les industries agroalimentaires à mieux valoriser leur production et à favoriser durablement leur compétitivité internationale. » Ma question est donc simple, Madame la Ministre. Quelles mesures concrètes le gouvernement entend-il prendre, suivant quel calendrier, pour renforcer la compétitivité des entreprises agroalimentaires françaises? Merci. Le rôle de l'industrie française aussi. Merci. Madame la Ministre, vous avez 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur, vous avez raison, le rapport Gallois a mis en évidence un décrochage de la compétitivité française depuis 10 ans, et notamment dans le secteur de l'agroalimentaire, nous connaissons aussi un décrochage réel à l'échelle intracommunautaire. Alors, il y a des questions de coûts, en effet, les coûts de personnel représentent 9% du chiffre d'affaires produit par les entreprises d'abattage, découpage des porcs, par exemple, mais 75% de la valeur ajoutée de cette filière. Donc je crois qu'il y a évidemment un aspect de compétitivité coût auquel il faut bien entendu s'attaquer, mais également, comme le dit Louis Gallois dans son rapport, il faut rompre un cercle vicieux où la faible spécialisation, vous l'avez très bien dit, internationale en niveau de gamme entraîne de faibles marges et de faibles investissements qui à leur tour entraînent une mauvaise ou une faible spécialisation. Nous sommes donc confrontés à la même problématique dans l'industrie agroalimentaire que dans tous les autres secteurs de l'économie, et la performance de nos industries dans ce secteur implique des choix nouveaux. Alors, 60% de la main-d'œuvre employée dans les abattoirs allemands actuellement serait étrangère, et donc ce n'est pas en luttant sur les coûts que nous pourrons nous sortir par le haut de cette situation. Ce modèle, je crois, ne peut pas être suivi en France, et ce n'est pas souhaitable. Donc, au-delà de cette discussion sur l'application d'un certain nombre de directives, notamment la directive détachement, nous avons besoin d'une stratégie politique de production, et c'est celle-ci que nous devons aujourd'hui partager. Je crois que cette stratégie doit absolument s'appliquer s'appuyer sur des éléments de la compétitivité hors coût de nos industries agroalimentaires. Le crédit impôt compétitivité emploi sera évidemment particulièrement utile aux entreprises du secteur, notamment dans les filières viande, bien que son impact reste limité par rapport à l'ampleur du différentiel coût du travail dans les abattoirs allemands, par exemple. Et donc, sur les éléments de compétitivité hors coût, la qualité et l'image des produits, vous avez fait référence à une spécialité effectivement tout à fait made in France qui véhicule ce savoir-faire français. Je pense qu'en termes de qualité et d'image des produits, nous aurons une stratégie de montée en qualité, de montée en gamme qui sera absolument indispensable pour promouvoir nos produits à l'étranger. Du côté de la production, la diversité des produits sous signe de qualité permettra également de maintenir de petites structures de production-transformation. Du côté du consommateur, évidemment, une bonne lisibilité des signes de qualité et de l'image France pourra également favoriser l'attractivité de nos produits. Je crois qu'il sera important aussi de travailler sur l'innovation, puisque pour l'instant, les entreprises de l'industrie agroalimentaire innovent insuffisamment, et donc nous mobiliserons le crédit impôt recherche ainsi que les instituts techniques agroalimentaires pour accroître l'innovation dans la filière. Très bien, merci. Monsieur Fortassin. Madame la Ministre, je vous remercie pour votre intervention, et je note avec plaisir qu'avec vos collègues Nicole Bricq, Arnaud Montebourg et Sylvia Pinel, vous avez effectivement officiellement lancé le 30 janvier la stratégie de marque pays sous le nom de Marque en France. Toutefois, je dois dire que je me permettrai d'insister sur le problème de la traçabilité, et en particulier sur la viande, qu'il y ait au moins les origines des animaux abattus, les dates d'abattage, car au fond, la traçabilité, c'est la vérité que nous devons aux consommateurs. Merci mon cher collègue. La parole est à présent à monsieur Jean-Pierre Raffarin pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, je suis heureux de vous voir au banc du gouvernement, Madame la Ministre, et de vous saluer. Je souhaite aussi que vous puissiez transmettre la gravité de notre sentiment à M. Montebourg et à toutes les autorités du gouvernement qui ne semblent pas toujours donner le sentiment d'avoir une conscience
suffisante de la grave crise et de l'avis de tempête industrielle qui est aujourd'hui annoncé sur notre pays pour l'année 2013. Déjà, les chiffres de 2012, quand on voit l'explosion des faillites, plus 42% de hausse des faillites sur la fin de l'année. Aujourd'hui, je vous en prie, monsieur Assouline, on ne rit pas avec ces choses-là, et je n'ai pas d'esprit partisan dans tout cela. Je sais qu'il y a des responsabilités partagées sur l'histoire, mais pensez à tous ces salariés de l'automobile aujourd'hui, qui, quand même nos groupes allaient bien, avaient des difficultés. Et aujourd'hui que nos groupes sont en grande difficulté, connaissent différentes inquiétudes et anxiétés aujourd'hui. Moi, je pense aux 700 salariés d'Autolive à côté de Poitiers, aujourd'hui qui sont menacés. Je pense à tous ceux des fonderies Renault que nous avons réussi à sauver l'année dernière et qui aujourd'hui sont extrêmement préoccupés par l'état de la situation. Ça, ce n'est pas de la gauche, ce n'est pas de la droite, c'est de la bataille, comme le disait le Premier ministre, contre le chômage, bataille première pour notre pays. Respecter l'orientation qui a été prise par le pays. Tout ça pour vous dire que dans cette situation, aujourd'hui, nous sommes extrêmement préoccupés. Et je voudrais vous dire qu'on comprend bien que la ressource budgétaire aujourd'hui est faible pour aider les entreprises. Ce n'est pas pour une raison pour laquelle il faut faire des ponctions. Mais il y a des mesures qui ne coûtent rien. Et je voudrais vraiment vous dire qu'il me semble que le passage des seuils dans notre pays est un sujet très grave. Le nombre d'entreprises qui ne passent pas de 9 à 10, qui ne passent pas de 49 à 50, qui ne passent pas de 149 à 150, il y a là des blocages incroyables. Regardez le nombre de PME aujourd'hui qui sont à 49. Je crois qu'il faut aider au franchissement des seuils. Il faut réformer les seuils dans notre pays. Il y a là de la flexibilité, de la compétitivité hors coût. Il y a là des possibilités de développement qui sont données et ça, on ne peut pas prendre l'argument financier pour refuser de telles réformes. Je vous remercie. Merci. Madame Fleur Pellerin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je crois que le gouvernement est tout entier extrêmement conscient de la gravité de la situation actuelle. Si, je crois tous. Et le gouvernement, sachez-le, est pleinement mobilisé pour trouver des solutions à la fois pour nos concitoyens qui souffrent du chômage ou de la précarité, mais aussi pour les entreprises dont nous savons très bien que la reprise, la croissance et la création d'emplois dépendent très fortement. Alors je voudrais juste insister, puisque vous parlez des seuils, de manière plus générale sur les mesures que le gouvernement a prises pour venir au soutien des PME. Nous avons lancé il y a peu les assises de l'entrepreneuriat dans le cadre desquelles beaucoup d'éléments extrêmement importants soulevés par les entrepreneurs sont examinés, parmi lesquels effectivement un certain nombre de verrous, qu'ils soient de nature réglementaire, fiscale ou autre, qui bloquent le développement, la croissance, l'exportation de nos entreprises ou le financement de nos entreprises, en particulier les PME. Alors sachez que dans le cadre de cette réflexion, il y a un groupe de travail qui est consacré à la simplification administrative notamment, qui vise à faciliter la vie quotidienne des entreprises en limitant un certain nombre de mesures, en faisant en sorte que les entreprises, les PME notamment, soient conduites à ne produire qu'une seule fois un certain nombre de documents qu'aujourd'hui on a tendance à leur demander de produire 5, 6, 7, 10 fois dans l'année. Donc c'est une mesure que nous appelons dites-le nous une seule fois, qui concourra justement à permettre aux entreprises de se concentrer sur leur activité et non pas sur des démarches administratives qui prennent du temps, coûtent de l'argent et ne rapportent rien aux entreprises. Et effectivement, il y a aussi une réflexion dans le cadre de ce groupe de travail sur la simplification, sur la question des seuils qui est en train d'être examinée parce que vous l'avez raison, c'est une problématique qui est souvent soulevée, mais que nous avons du mal à étayer quantitativement, c'est-à-dire que l'impact macroéconomique de cette problématique des seuils n'est pour l'instant pas suffisamment documenté. Donc nous regardons avec les services sur lesquels je m'appuie pour les assises de l'entrepreneuriat, quels sont en effet les blocages liés à ces seuils, sachant que nous avons un certain nombre de contre-exemples. Je pense à une entreprise comme Criteo, qui est aussi une entreprise du numérique, qui est une entreprise qui a connu une croissance à 2 chiffres au cours des 5 dernières années et qui a réussi à franchir ses plafonds de verre. Donc nous travaillons aussi avec ces entreprises qui ont réussi à dépasser ces problématiques pour voir de quelle manière nous pouvons aider les autres à suivre le même parcours. Mais sachez que nous avons bien ces questions en tête. Très bien, merci. Monsieur Raffarin. Merci, Madame la Ministre, de cette question qui en partie correspond, de cette réponse qui en partie correspond à ma question. Mais je voudrais simplement vous dire que ma conviction, c'est qu'il y a vraiment urgence sur ces sujets. Depuis un certain nombre d'années, je suis élu. Je peux vous dire très franchement, peut-être depuis plus d'une trentaine d'années, je n'ai pas vu de situation économique aussi tourmentée que celle que nous vivons actuellement. C'est simplement pour vous aider à mesurer l'urgence de la situation. Merci. La parole est à présent à Monsieur Emery de Montesquiou pour le groupe Union des démocrates et indépendants, UC.
Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, Madame le Ministre, vous avez hérité d'une situation difficile. La politique de votre gouvernement l'a aggravée. Notre préoccupation à tous, c'est le chômage que notre médiocre compétitivité aggrave. La compétitivité englobe la qualité de la main-d'œuvre, le coût du travail et la qualité du management. Votre politique maintient un coût de travail toujours excessif et entraîne l'exil des cadres. Vous avez supprimé la TVA sociale qui baissait les charges et donc le coût du travail. Plus compétitifs, nous aurions importé moins, exporté plus, diminuant notre déficit commercial, notre chômage et accroissant les capacités de financement de nos entreprises. Basé sur l'augmentation de la masse salariale, le crédit impôt compétitivité, trop complexe et inapproprié aux PME, ne bénéficiera qu'aux entreprises en croissance et pour les autres, rien. Il favorisera surtout les grands groupes dont l'activité s'exerce autant à l'étranger et non les PME fragilisées par la crise et qui donc n'embauchent guère. De plus, les auto-entreprises et les TPE en sont exclus. Votre crédit d'impôt se résume à un crédit d'embauche pour les grandes entreprises. Chacun conviendra que pour être compétitives, nos entreprises doivent investir. Or, leur capacité d'investissement a été laminée par une hypertaxation décourageante qui ôte l'envie, également moteur de compétitivité. Madame le ministre, quelles mesures fiscales incitatives comptez-vous mettre en œuvre pour améliorer la compétitivité de nos PME afin qu'elles puissent affronter la concurrence internationale? Merci Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur. Alors tout d'abord pour vous répondre sur le crédit impôt compétitivité emploi. Ce crédit d'impôt compétitivité emploi, il est destiné aux PME en premier lieu. Nous allons commencer à aller dans les régions et à informer les préfets de la manière dont ce crédit s'appliquera et notamment son préfinancement qui est très important pour soulager les difficultés de trésorerie des PME à partir de cette semaine. Et ce crédit d'impôt sera extrêmement facile à utiliser. Les PME connaissent très bien le mécanisme du crédit impôt recherche. Cela procédera exactement de la même méthode. Donc la plupart toutes les PME que nous avons rencontrées et auxquelles nous avons présenté ce dispositif voient très bien comment elles vont l'utiliser et le mobiliser. Je rappelle tout simplement que ce CICE représentera l'équivalent d'un allègement de charges de 12 milliards d'euros en 2013 et de 20 milliards en 2014. Donc lorsque vous dites que le gouvernement ne fait rien en matière d'allègement du coût du travail, je pense que vous ne pouvez pas tout à fait dire cela. Les PME, je le précise, pourront solliciter le préfinancement du CICE directement auprès d'Oseo dès cette semaine d'ailleurs, puisque la Banque publique d'investissement a commencé à opérer en cédant la créance du crédit impôt compétitivité emploi qu'elles ont sur l'État. Et les banques commerciales, elles aussi, pourront proposer le préfinancement du CICE à compter du début du deuxième trimestre. Alors, de manière plus générale, que faisons-nous pour améliorer la compétitivité des PME ou des entreprises de manière plus générale dans la compétitivité, dans la compétition internationale? Je crois que nous avons pris un certain nombre de mesures qui visent, en tout cas pour les PME, qui me tiennent à cœur pour des raisons que vous pouvez imaginer. Nous avons pris des mesures importantes pour soulager la trésorerie des PME. Je vous rappelle que nous avons, dans le cadre du pacte de compétitivité, instauré un dispositif pour venir en aide aux PME en matière de trésorerie doté de 300 millions d'euros. Donc ce dispositif permettra, vous le savez, il y a un certain nombre de défaillances qui sont liées à des difficultés de trésorerie à court terme, permettra de venir en aide à ces entreprises les plus fragilisées, notamment pour des raisons de non-respect des délais de paiement par les grandes entreprises et parfois même par des collectivités publiques. Nous avons mis en place également le préfinancement du crédit impôt recherche, qui là aussi sera qui n'existait pas auparavant, qui permettra aux PME d'anticiper sur leurs créances et ainsi de résoudre également des problèmes de trésorerie. Alors la BPI, vous le savez, est opérationnelle également depuis la semaine dernière. Je crois que c'est aussi une façon pour l'État de mieux orienter l'épargne des Français vers les PME et vers les entreprises de croissance. La simplification de
la vie des entreprises à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure est également un élément qui permettra d'améliorer la compétitivité des entreprises. Et enfin, je l'ai rappelé, les assises de l'entrepreneuriat sont également un événement tout à fait inédit dans la vie de la Ve République qui permet de recentrer la discussion avec les entreprises et de trouver des solutions concertées avec elles. Merci, Monsieur de Montesquieu. Le ministre, merci pour votre réponse qui ne me satisfait pas, parce que tout le monde ici a conscience de l'inquiétude des salariés, de l'inquiétude des entrepreneurs, et donc le site qui a été cité tout à l'heure par Jean-Pierre Raffarin, plus 42% de faillite aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de dramatique. Or, votre projet crédit compétitivité, impôt compétitivité, s'adresse aux entreprises qui embauchent. Aujourd'hui, les PME n'embauchent pas. Vous voyez même un phénomène tout à fait nouveau, c'est que les chefs d'entreprise préfèrent retirer les maigres profits qu'ils font plutôt que de les réinvestir. Il y a une perte de confiance, il y a une perte d'envie. Vous voyez bien un symptôme extérieur extrêmement inquiétant. 27% des étudiants qui ont fait des études supérieures préfèrent envisager une carrière à l'extérieur. Aujourd'hui, redonner l'envie par une fiscalité incitative. Parole est à Monsieur Jean-Jacques Mirassou pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je vais, en ce qui me concerne, aborder un secteur industriel qui n'est pas sinistré loin s'en faut. Je veux parler de l'industrie pharmaceutique et de la recherche afférente, puisque ce même secteur d'activité nous participe en ce qui concerne notre commerce extérieur et sa balance, à amoindrir le coût, puisqu'il est effectivement excédentaire. Mais pour autant, le conflit qui se déroule à Toulouse sur une question qui engage la survie, le mot n'est pas trop fort, de son centre de recherche, avec 614 emplois à la clé, est quand même sérieusement démonstratif de lendemain qui pourrait déchanter. Je m'explique. On a évoqué tout à l'heure la financiarisation de certaines activités. Là, c'est le cas. Il est évident que dans le même moment où on sert davantage les actionnaires, on réduit la R&D, eh bien, quelques nuages s'amoncellent à l'horizon. Ça veut dire que, dans le même temps aussi, quand on favorise l'externalisation de la R&D par le biais de start-up ou en engageant des recherches à l'étranger, on met véritablement en danger le potentiel de recherche de cette industrie et en même temps, on alimente l'inquiétude des chercheurs qui sortent de fait de leur cœur de métier et qui considèrent à juste titre que leur cœur de métier, c'est d'inventer des médicaments pour soigner les gens. Donc ça veut dire pratiquement que le sentiment qui est celui que je veux développer là est un sentiment d'inquiétude des salariés en question que je partage et qui peut, dans les 10-15 ans qui viennent, remettre en cause à la fois une stratégie industrielle payante, c'est le cas de le dire, et en même temps une stratégie sur le plan sanitaire. Et j'aimerais savoir, Madame la Ministre, quel est le sentiment du gouvernement à ce sujet. Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, si vous me permettez, j'aimerais quand même revenir sur un chiffre. Le nombre de défaillances d'entreprises était de 59 000 en 2012, soit une augmentation de 2,7% par rapport à 2011. Et par ailleurs, le crédit impôt compétitivité emploi s'applique à toutes les entreprises, puisqu'il est fonction de la masse salariale en dessous d'un certain salaire calculé en fonction du SMIC et non pas aux seules entreprises qui embauchent. Cette précision étant faite, sur les industries de santé, la France, je crois, fait partie des grandes nations en matière d'industrie pharmaceutique. Nous avons des champions nationaux, nous avons une recherche au développement extrêmement forte et puissante. Et donc, tout cela justifie bien sûr le maintien d'un secteur à haut niveau de productivité en la matière. Les effectifs salariés globaux de la pharmacie, c'est 103 000 emplois directs depuis les années 2000, sans impact net pour l'instant de la crise. Et si l'on considère l'ensemble de la chaîne du médicament, ce sont 310 000 personnes qui travaillent dans l'industrie du médicament. Alors, vous avez raison, il s'agit d'une industrie qui est néanmoins en forte mutation et qui donc doit être accompagnée et sera accompagnée par le programme d'investissement d'avenir. Je vous rappelle que le secteur de la santé, qui constitue une des priorités de ce programme d'investissement d'avenir, eh bien mobilisera, on l'estime, plus de 10% des 35 milliards d'euros que représentent globalement les investissements du PIA. La spécificité de la filière, vous l'avez dit, réside dans la diversité des entreprises qui la composent. À côté des grandes entreprises, des très très grands groupes, il y a également un nombre important de petites entreprises, de PME et d'entreprises de taille intermédiaire qui ont de grands potentiels de recherche et d'innovation qu'il faut absolument mobiliser. Alors qu'allons-nous faire? La prochaine réunion du Conseil stratégique des industries de santé, le CSIS,
est prévu pour juin 2013. Vous le savez, cette institution permet au gouvernement et aux industries de santé d'affirmer la vocation de la France à demeurer un grand pays en matière de sciences du vivant et de la santé. Le comité stratégique des filières des industries et technologies de santé a également pour vocation de mieux structurer au plan national la filière des industries de santé en y intégrant ces différents secteurs, médicaments, biotechnologie, outils diagnostiques, etc., avec l'aide des partenaires sociaux, des pôles de compétitivité et des organismes de recherche. La feuille de route du Conseil stratégique reposera en définitive sur 2 grands axes: conforter la capacité de recherche et d'innovation de la France et soutenir les industries de santé en tant que filière stratégique pour la compétitivité, la croissance et l'emploi. Merci. Monsieur Mirassou, vous avez la parole. Commentaire, Monsieur le Président, Madame la Ministre, en expliquant que là comme ailleurs, ou là plus qu'ailleurs, le gouvernement a un devoir et un droit d'ingérence, puisque, faut-il le rappeler, les remboursements des médicaments sont payés et financés par les contribuables, au même titre du reste que le crédit impôt recherche. Et donc, l'objectif qui est le mien en vous interpellant, Madame la Ministre, c'est aussi d'insister sur ce point de vue-là, qui va permettre au gouvernement de s'activer davantage dans le cadre de ce que vous avez évoqué en termes d'organisation de filières. La parole est à Monsieur Francis Delattre pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Madame la Ministre, dans les lois de finances de cet été, rectificatives, le gouvernement, vous avez prélevé 13 milliards d'impôts et taxes supplémentaires sur les entreprises. Et dans le même temps, alors que les marges étaient au plus bas, que les investissements des entreprises s'écroulaient, il était pour le moins aberrant de supprimer dans l'urgence le dispositif de la TVA anti-délocalisation qui transférait 13 milliards d'euros de charges sociales aux entreprises vers la fiscalité, ce qui aurait produit ses effets dès le 1er octobre 2012 pour améliorer la situation financière de nos entreprises. Vous avez essayé de réparer cette bévue en reprenant l'analyse, partiellement, du rapport Gallois sur la nécessité d'un choc de compétitivité devenu en fait un pacte avec le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Malheureusement, aujourd'hui, cette urgence n'a reçu aucun début d'application et ceci m'amène, Madame la Ministre, à vous poser 3 questions. Au-delà du verbiage d'une instruction fiscale, pouvez-vous nous préciser les modalités de son emploi pour l'année 2013 ? Ce dispositif de 20 milliards d'euros devait être financé à parité par la fiscalité que nous connaissons et par 10 milliards d'économies que nous ne connaissons pas. Madame la Ministre, aujourd'hui, pouvez-vous nous préciser, nous indiquer les contours de ces économies? À défaut, ce pacte se réduirait à un habile plan de communication. Quid ensuite des 19 autres propositions du rapport Gallois, notamment quid des propositions que le rapport appelait le complément indispensable au choc de compétitivité, et en particulier les mesures pour renforcer les fonds propres des entreprises, pour soutenir leurs investissements dans une période où tout le monde sait que le crédit bancaire se fait rare avec les applications des directives de Bâle III. Qu'en est-il, Madame la Ministre, de la réorientation vers les PME et ETI, des PEA, des plans d'épargne en action, et plus généralement du développement de l'actionnariat des PME dans un cadre fiscal non pénalisant, visible par rapport à d'autres placements, en vous rappelant qu'aujourd'hui, les investisseurs qui soutiennent l'économie réelle sont de 4 millions de personnes, alors qu'ils étaient il y a 2 à 3 ans 7 millions. Très bien, la parole est à Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Monsieur le sénateur, le crédit impôt compétitivité emploi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est effectivement un effort de l'État pour les entreprises de 20 milliards d'euros. J'insiste sur ce chiffre puisque vous faisiez référence vous-même à 13 milliards d'euros de la TVA qui reposait sur le consommateur. Et donc les consommateurs français, nos concitoyens, sans distinguer d'ailleurs parmi ceux qui sont les plus riches et ceux qui sont les plus défavorisés.
Donc le crédit impôt pour la compétitivité emploi vise à créer, comme le demandait d'ailleurs Louis Gallois dans son rapport, un choc de confiance et à permettre à nos entreprises de renouer avec l'emploi et avec l'investissement. Donc je l'ai dit tout à l'heure, ce sera tout d'abord un allègement de 12 milliards en 2013, le temps de la montée en charge, puis de 20 milliards en 2014 de charges patronales qui pèseront sur le travail et qui seront ainsi allégées. Les PME, je l'ai dit, pourront solliciter le préfinancement du crédit impôt compétitivité emploi directement auprès de la BPI ou d'Oseo, d'abord en cédant la créance crédit impôt compétitivité emploi qu'elles ont sur l'État. Les banques commerciales pourront elles aussi, avec la garantie d'Oseo, assurer ce préfinancement. C'est un mécanisme extrêmement simple. Il suffira aux entreprises de calculer le montant de crédit impôt auquel elles ont droit et puis de présenter ce calcul à la banque publique d'investissement ou à une banque commerciale pour obtenir le préfinancement du crédit impôt compétitivité emploi. Vous m'interrogez ensuite sur les dispositions en faveur des fonds propres des entreprises. Il ne nous a pas échappé évidemment dans le diagnostic que nos entreprises souffrent d'un taux, non seulement d'un taux d'autofinancement qui est plus faible que celui des PME, je parle des PME en particulier, mais ça vaut pour toutes les entreprises que les autres PME européennes, mais également qu'elles ont des difficultés dans l'accès aux fonds propres, que l'industrie du capital risque est insuffisamment, ou du capital développement est insuffisamment développée en France. Et là encore, la Banque publique d'investissement, qui sera dotée de plus de 40 milliards de fonds propres, sera une réponse, puisqu'elle permettra, c'est la banque des PME, elle permettra de répondre à la fois en crédit et en apport de fonds propres aux difficultés de financement des PME. Donc vous avez là une réponse extrêmement concrète à comparer à je ne sais pas quel bilan du gouvernement précédent. Enfin, s'agissant de l'épargne vers les PME, le président de la République s'est engagé à construire un produit d'épargne PEA-PME destiné à orienter l'épargne des ménages, épargne qui est abondante en France, vers les entreprises, vers les PME. Merci. Monsieur Delattre. Nous apprenons une chose intéressante, c'est que c'est la BPI qui va financer en partie des dépenses qui sont quand même visiblement de fonctionnement, puisque c'est des remboursements avancés. Le problème, c'est le problème de la créance, parce que la créance avec les conditions qui ont été imposées à l'Assemblée nationale font que la créance n'est pas certaine. Donc ça posera des problèmes juridiques. En fait, le volet le plus important, selon moi, c'est quand même les fonds propres. Et de dire que c'est uniquement à travers la BPI, moi je pense que c'est à travers l'actionnariat, l'épargne privée, qu'il faut essayer de réorienter les choses et que je pense qu'en termes de force de frappe, c'est que les contribuables, que les actionnaires aient un peu de lisibilité, c'est ce qu'ils demandent d'abord. Et de nous expliquer que c'est uniquement par fonds publics que nous allons redoter l'ensemble de nos entreprises des moyens suffisants, je ne le pense pas, Madame la Ministre. Merci. Je passe la parole à présent à Monsieur Yannick Vaugrenard pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président. Madame le Ministre, mes chers collègues, relancer la compétitivité de nos entreprises nécessite des actions dans différents domaines et beaucoup ont déjà été évoqués. Je voudrais pour ma part vous interroger sur la simplification administrative. La complexité parfois administrative pénalisant fortement nos entreprises, et ceci quelle que soit leur taille par ailleurs. En effet, à elle seule, l'action des élus locaux est encadrée par la somme phénoménale de 400 000 textes réglementaires et circulaires. Et bien entendu, ça ne date pas d'hier. Ces textes s'appliquent aussi par ricochet aux entreprises travaillant avec les collectivités locales. Le classement 2012-2013 du World Economic Forum place d'ailleurs la France au 126e rang sur 144 pays en matière de complexité administrative. À titre d'exemple, on constate qu'il faut 6 ans et demi, en moyenne, de procédure en France pour pouvoir débuter la construction d'une ligne à haute tension, lorsqu'il faut 3 ans en Autriche et 2 ans et demi au Danemark. Et cette lourdeur a un coût tellement élevé parfois qu'il peut aboutir à l'inverse de les faire chercher, à savoir une règle excessive devenant vite finalement inapplicable. Le gouvernement précédent avait affirmé cette saisie du problème. Malheureusement, les effets d'annonce n'ont été suivis d'aucune action concrète, comme c'est arrivé fréquemment. Et la commission dite de la paperasse, comme il est d'usage de la nommer, est restée lettre morte. Le gouvernement actuel a d'ores et déjà pu montrer son efficacité puisqu'il a confié d'une part à Alain Lambert et d'autre part à Jean-Claude Boulard, maire du Mans, une mission en vue d'alléger les normes applicables aux collectivités locales. Leur objectif étant de lister d'ici au 15 mars prochain, donc les délais sont rapprochés, des textes jugés absurdes et pouvant être facilement abrogés.
Le ministère de redressement productif a de son côté lancé avec Pierre Moscovici, Maryse Lebranchu et vous-même, Madame la Ministre, une première réunion de concertation avec les entreprises sur le programme de simplification de leurs démarches administratives et de leur environnement réglementaire. Pouvez-vous nous présenter, Madame la Ministre, les premiers éléments qui sont ressortis de cette concertation, ainsi que les orientations du gouvernement sur ce sujet d'importance? Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, nous avons eu un premier groupe de travail dans le cadre de ce groupe interministériel de coordination de simplification pour les entreprises avec Maryse Lebranchu et Pierre Moscovici le 4 avril dernier. Non, pas le 4 avril, pardon, le 4 février dernier. Alors, les projets sur lesquels nous travaillons actuellement et qui sont là, vous allez le voir, extrêmement concrets. Il y a d'abord le projet que j'ai évoqué tout à l'heure lors d'une précédente réponse. C'est le projet « Dites-le-nous une seule fois ». Ce projet consiste effectivement à réduire, à déceler d'abord les redondances, puis à les réduire. Et donc, les principales déclarations sociales seront examinées pour que nous puissions supprimer celles qui sont redondantes. Dès 2013, 250 000 entreprises bénéficieront d'une déclaration pré-remplie de la C3S, la contribution sociale de solidarité des sociétés. Ce sera aussi un gain de temps considérable pour les entreprises. Et par ailleurs, le gouvernement a bien décidé à accélérer le mouvement déjà engagé en faveur de la dématérialisation des attestations fiscales et sociales qui sont à fournir dans le cadre des procédures de marché public. Les déclarations sociales seront unifiées dès le premier semestre 2013. Des solutions seront proposées pour simplifier et accélérer les procédures applicables à l'immobilier des entreprises. Nous allons également mettre en œuvre un portail unique d'aide, puisque nous avons procédé également à ce travail de recensement des aides publiques aux entreprises qui se comptent en milliers. Et donc, nous allons créer un portail recensant les aides publiques qui sera ouvert et intégré au portail unique de la création d'entreprises, guichet-entreprise.fr sera aussi rénové. Ce portail ouvrira pour mi-2014 l'ensemble des formalités prises en charge par les centres de formalité des entreprises, depuis la création jusqu'à la cessation ou la radiation. Nous allons travailler aussi sur un sujet que vous évoquez, qui est très important, qui est la lutte contre la surtransposition du droit communautaire, c'est-à-dire le fait pour le droit français d'imposer des normes, des réglementations qui sont encore plus contraignantes que les normes communautaires. Nous allons procéder aussi au test PME, qui est une promesse du président de la République, pour évaluer l'impact de toute nouvelle réglementation sur les PME. Le test PME, ce sera aussi une façon pour nous d'améliorer et de simplifier les relations entre l'administration et les entreprises. Monsieur Yannick Vaugrenard. Oui, merci beaucoup, Madame la Ministre, de la précision de votre réponse, qui montre qu'au-delà des discours, le gouvernement est très sensible aux préoccupations des entreprises, notamment dans le domaine des démarches administratives. Ça montre bien que le gouvernement est à l'écoute, qu'il n'a pas la responsabilité aujourd'hui de la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons, qu'il a bien conscience, bien entendu, comme tout le monde, que le pays traverse une phase économique et sociale et financière particulièrement difficile, mais que ce n'est pas en moins de 10 mois qu'on peut régler les choses et qu'il est un peu inconvenant, je trouve, que ceux qui ont eu la responsabilité pendant de 10 années se permettent aujourd'hui de donner les leçons et de dire que notre gouvernement ne serait pas suffisamment conscient de la situation dans laquelle nous sommes, surtout que ce sont les mêmes qui ont caché les suppression d'emplois juste avant les élections présidentielles. Merci. La parole est à présent à Madame Marie-Noëlle Lindemann pour le groupe socialiste et apparenté. Madame la Ministre, on parle souvent dans la compétitivité des coûts, du coût du travail, mais je suis frappée du fait qu'on ne parle pas des coûts de l'immobilier du logement. Or, des études ont été faites par l'OCDE qui montrent que chaque fois que nous avons une augmentation d'environ 10% des prix de l'immobilier, nous voyons baisser nos exportations de 1,3%. Par ailleurs, des études comparatives sur la compétitivité française et la compétitivité allemande ont mis en exergue la flambée des prix et notamment la forte augmentation des dépenses des loyers, des dépenses de logement dans la consommation des Français. Du coup, on peut observer qu'en dépit de salaires extrêmement qui n'ont pas connu d'augmentation en Allemagne, voire dans certains cas des reculs, le pouvoir d'achat des Allemands a été très limité par le fait que les dépenses de logement n'ont pas évolué. Alors que dans le même moment, en France, elles ont augmenté de plus de 15 à 20%.
Ainsi, un smicard peut dépenser jusqu'à 40% de son salaire pour se loger. Et vous voyez bien que quand on augmente très faiblement le salaire et que les loyers augmentent ou le logement augmente de 10 à 12%, eh bien on a une perte nette de pouvoir d'achat. En dernier lieu, l'augmentation des prix de l'immobilier est un mécanisme spéculatif qui ne dissocie pas le logement de l'immobilier d'entreprise ou de commercial, et que ces dépenses d'immobilier d'entreprise et d'immobilier commercial pèsent lourd pour certaines entreprises. En conséquence, je vous demande quelles dispositions le gouvernement compte prendre, au-delà de ce qui a déjà été engagé, pour, premièrement, réguler les prix de l'immobilier à la baisse. Ils sont trop élevés en France. Deuxièmement, faire que l'évolution des loyers soit stoppée. Et par exemple, on pourrait imaginer que l'indice IRL soit pendant 3 ans glacé, n'ait pas d'augmentation. Et enfin, on sait que si on veut que l'immobilier, et notamment les coûts du logement baissent, il faut une production massive de logements sociaux à un prix abordable. Or, des engagements ont été pris par le président de la République de 150 000 logements. J'attire votre attention sur le fait que tous les acteurs concernés considèrent que cet objectif ne pourrait être atteint que si la TVA pour le logement social est placée à 5%. Je plaide donc pour que, pour la compétitivité de la France, ces mesures soient prises. Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, vous avez raison de lier effectivement la question de l'inflation immobilière et celle de la compétitivité de l'économie, que ce soit la compétitivité prix d'ailleurs ou la compétitivité hors prix. Sur la compétitivité prix, la dégradation s'est faite via 2 canaux, directement via le prix des loyers et des investissements immobiliers qui sont le fait des entreprises, indirectement aussi, vous l'avez dit, du fait de la pression sur les salaires nominaux, puisque les prix de l'immobilier pèsent sur le pouvoir d'achat des ménages, ceux qui pèsent sur les salaires nominaux. Par ailleurs, les problèmes de logement des salariés affectent aussi les entreprises par d'autres biais, en affectant le recrutement, en freinant la mobilité interne des salariés, en diminuant aussi leur productivité. Autrement dit, les tensions qui existent aujourd'hui à la hausse sur le marché de l'immobilier se répercutent sur les salariés et sur le marché du travail. Sur la compétitivité hors prix également, la hausse des prix a pesé négativement par 2 biais, en créant d'abord un effet d'éviction, puisque l'investissement immobilier se fait au détriment d'autres investissements ou de dépenses plus productives, notamment en machines-outils ou en recherche-développement. Et puis, deuxième biais, en orientant davantage d'épargne vers les crédits immobiliers plutôt que vers le financement des entreprises, auquel d'ailleurs il a été fait allusion tout à l'heure. Alors, à l'occasion de ce débat, et puisque vous soulevez la question de la TVA, j'aimerais apporter une clarification, tout en précisant évidemment que la question de la relance de la construction de logements et notamment de logements sociaux est, vous le savez, une préoccupation de ce gouvernement et est dans le cadre des attributions de Cécile Duflot qui travaille beaucoup sur ces chantiers actuellement et est très mobilisée sur ces chantiers actuellement. Sur le taux des TVA applicables au secteur du logement social, je vous rappellerai juste que ce taux est le fait du précédent gouvernement. C'est celui-ci, c'est le précédent gouvernement qui avait choisi fin 2011 de faire passer la TVA de 5,5 à 7%. Et donc en ce qui concerne les augmentations des différents taux de TVA inscrits dans le 3e projet de loi de finances rectificative pour 2012, je voudrais rappeler que ceux-ci ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2014 et que dans l'intervalle, les taux sont inchangés, que le taux applicable au logement social, tout comme pour les travaux de rénovation thermique, reste à 7%. Le Premier ministre a eu, vous l'avez vu sans doute, l'occasion d'indiquer que la question du relèvement des taux pour certains secteurs comme le logement social, puisque c'est une question très critique, fait l'objet d'un débat dans un cadre budgétaire qui, vous le savez, est extrêmement contraint. Ce débat est actuellement en cours. Le logement social et le logement en général est une des priorités du gouvernement. Le droit de tous nos concitoyens à se loger dignement est un droit absolument inaliénable, fondamental. Et c'est pour cela qu'une mobilisation très importante a été mise en œuvre pour le logement social. Merci. Madame Marie-Noëlle Lienemann. Oui, Madame la Ministre, merci de votre réponse. Vous avez eu raison de dire que le passage de 5 à 7 a été un handicap qui est aujourd'hui constaté dans les chutes des constructions de logements sociaux. Néanmoins, je me permets d'insister, je l'ai déjà fait avec certains de vos collègues, sur le fait que la thèse selon laquelle la TVA n'est applicable qu'actuellement de 7% oublie une question majeure. Pour construire, il faut acheter des terrains. Quand un organisme HLM veut acheter un terrain,
Il faut qu'il sache comment il va boucler le financement de son opération. Si aujourd'hui il boucle à 7, toute une série de terrains, il ne peut pas les acheter, il ne fera pas l'opération. Si le gouvernement annonce dès à présent que le logement social, qui est un bien de première nécessité, passe à 5, les organismes HLM peuvent faire les réserves foncières nécessaires qui, si elles ne sont pas faites aujourd'hui, on n'aura pas les 150 000 logements demain. Donc j'ai bien entendu la volonté du gouvernement d'ouvrir le débat. Je lui demande de le conclure vite et de le conclure avec une TVA à 5 pour le logement social. Merci. Nous en avons fini avec les questions cribles thématiques. Mes chers collègues, voilà pour la séance de questions cribles thématiques aujourd'hui consacrée à la compétitivité. Vous pourrez la revoir à tout instant sur notre site publicsena.fr. Très bonne journée à tous sur notre chaîne.